Grand 2 des colonies aux États nouvellement indépendants. Comment s'est déroulée la décolonisation du monde après 1945? Quels problèmes ont rencontré les nouveaux États indépendants? Voici une carte des empires coloniaux à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, qui nous permet de voir que si l'Amérique, notamment, est entièrement décolonisée depuis un certain temps déjà, bien l'Afrique est quasiment entièrement colonisée, ainsi qu'une partie de l'Asie. On peut voir que les deux puissances coloniales qui dominent sont tout d'abord l'Angleterre, le Royaume-Uni, avec les Indes notamment et une partie de l'Afrique, la France avec les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, l'Afrique orientale française et l'Afrique équatoriale française, donc une bonne partie de l'Afrique noire, l'Indochine ou Madagascar, qui sera décolonisé dès 1945, ou la Syrie d'ailleurs également. Donc d'autres puissances coloniales sont encore un petit peu présentes, comme le Portugal par exemple, ou l'Italie, qui vont les perdre leur colonie pour le Portugal, pour l'Italie rapidement. Alors, pour parler de la décolonisation, tout d'abord cette affiche du Viet Minh, qui est le mouvement indépendantiste vietnamien en 1945, qui nous montre justement un Viet Minh, un Vietnamien avec un drapeau rouge avec une étoile jaune, drapeau rouge qui montre que c'était un mouvement communiste, qui écrase avec le piquet de son drapeau un soldat français avec la hampe du drapeau français qui est cassée. Alors cette affiche montre bien la volonté de faire partir les Français du Vietnam, moins d'Indochine en 1945. Donc les pays européens vont être poussés à accorder l'indépendance à leurs colonies après 1945 pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles sont affaiblies par la guerre. La France avait été battue, le Royaume-Uni a combattu pendant 6 ans avec de grosses difficultés, donc financièrement elles sont fortement affaiblies, et militairement également. Les États-Unis et l'Union soviétique, les deux pays importants de la guerre froide, sont pour la décolonisation, et donc elles vont pousser les pays colonisateurs à décoloniser. Enfin, les habitants des colonies veulent leur indépendance. Elles suivent en cela ce qu'il y avait dans la charte des Nations Unies donc de 1945 qui parlait d'accorder au peuple le droit de disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire de choisir par qui ils sont dirigés. Donc pour présenter ces décolonisations, nous allons prendre l'exemple de l'indépendance de l'Algérie. Ici une photographie de 1962 où on voit des Algériens en train de fêter leur indépendance. Alors, quelle est la situation en Algérie après la guerre, notamment en 1954, avant la guerre d'Algérie? Ici, on peut voir sur cette carte que beaucoup d'Européens vivent en Algérie, notamment dans la partie côtière du pays, bon, toute la partie sud étant désertique et peu habitée. Ces Européens, d'ailleurs essentiellement français, habitent près d'Oran, Alger ou Constantine, par exemple. On voit que cette carte montre que l'Algérie est intégrée au territoire national français et elle diffère en cela des autres colonies françaises. En effet, on peut voir qu'ici l'Algérie est divisée en 3 départements, départements de Constantine, d'Alger et d'Oran, et ces départements sont administrés en bonne partie comme en France, et ils envoient des députés à l'Assemblée nationale, et ils sont considérés par la France comme des territoires français, et totalement français. Donc l'insurrection va naître notamment en 1954, dans notamment les montagnes des Aurès, et elle va bien rapidement gagner toutes les parties du territoire. Alors pourquoi le FLN, Front de Libération Nationale, se lance dans une insurrection pour demander l'indépendance aux Français? Quels sont ses buts de guerre? Donc ses buts sont très clairs. Tout d'abord, affaiblir l'armée française. Ensuite, affaiblir l'économie française et coloniale en la sabotant et en perturbant au maximum la France en général pour l'obliger à accorder l'indépendance. Donc au départ, l'armée française pense venir à bout des rebelles très rapidement, mais l'escalade de la violence va l'obliger à envoyer les appelés du contingent, c'est-à-dire ceux qui ont leur service militaire, et la guerre va prendre une tournure de plus en plus sale, pourrait-on dire, puisque les membres du FLN n'hésitent pas à s'attaquer à la population qui est parfois favorable aux Français, n'hésitent pas à être très durs avec les Français,
par exemple en mutilant certains lors d'embuscades, comme raconte Jean-Pierre Vittori ici dans son livre Nous les appelés d'Algérie, et en représailles, les Français, l'armée française devient de plus en plus violente, n'hésitant pas à tuer des membres du FLN, à en torturer. On connaît malheureusement tous l'utilisation de ce qu'on appelait la GGN, c'est-à-dire un système électrique qui est la génératrice d'électricité qui permettait de torturer les membres du FLN pour qu'ils avouent un certain nombre de choses ou qu'ils dénoncent leurs camarades. Donc cette guerre va devenir violente et traumatisante, et elle va aboutir après 8 ans par l'indépendance de l'Algérie. Les Européens quittent l'Algérie donc suite aux accords d'Évian en 1962, et on voit ici une photographie qui montre le rapatriement de ceux qu'on appelait les pieds noirs, c'est-à-dire les Français qui vivaient en Algérie et qui ne peuvent plus rester dans ce pays. Alors nous allons résumer tout ça à l'aide de cette frise chronologique. Donc le 1er novembre 1954, des attentats qui marquent le début de l'insurrection. Des massacres en 1955 entraînent l'envoi du contingent en Algérie, ce qui fait que beaucoup de jeunes Français vont se retrouver à aller combattre en Algérie. Pour rappel, donc depuis 1830, l'Algérie est une colonie française et est divisée en départements intégrés à la France, habitent beaucoup d'Européens. Ceux-ci disposent de plus de droits que les musulmans, ce qui va pousser effectivement ces musulmans à rentrer en insurrection. 54, le FLN lance l'insurrection. 54-62, donc c'est la guerre d'indépendance qui oppose le FLN à l'armée française, qui était composée de soldats professionnels et d'appelés faisant leur service. Les tortures et les atrocités vont être commises par les deux camps. Donc en 1958, une insurrection des Européens d'Algérie qui ressemble finalement à un coup d'État aboutit à l'arrivée de De Gaulle au pouvoir en France, qui accepte à condition qu'il y ait un terme soit mis à la 4ème République, et qui va entraîner finalement la constitution de la 5ème République. De Gaulle avait été finalement porté au pouvoir et très bien accepté par les Algériens, car selon eux, il n'allait pas donner l'indépendance à l'Algérie, mais en fait il va s'y trouver contraint assez rapidement, et puisqu'en mars 1962 il va signer les accords d'Évian qui donnent l'indépendance à l'Algérie. Donc il le fait après plusieurs rebondissements et une situation extrêmement difficile, notamment une nouvelle tentative de coup d'État par 4 généraux en 1961, et également les membres de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui sont en fait des Français qui refusent l'indépendance, qui vont commettre un certain nombre d'attentats en Algérie mais aussi en France. Et donc les accords d'Évian scellent cette décision de Gaulle de donner l'indépendance, voyant que la situation est irréversible. Donc ces accords d'Évian entraînent également l'exode des Français d'Algérie, qu'on appelle les pieds noirs, qui ne peuvent pas rester en Algérie, donc très peu ils vont y rester d'ailleurs, mais aussi les Algériens pro-français, qu'on appelle les harkis, qui vont pour certains s'exiler en France, car le fait d'avoir soutenu les Français rend leur vie en Algérie extrêmement compliquée. D'ailleurs, on peut rappeler qu'un certain nombre de harkis qui avaient combattu dans l'armée française ont été abandonnés en Algérie à leur sort, puisqu'ils seront pour beaucoup tués par le FLN après le départ des Français. Donc voilà pour l'Algérie. Grand 2, les décolonisations, pour résumer sur l'ensemble des décolonisations. Alors la carte est centrée sur l'Afrique et l'Asie, puisqu'on a vu que les colonies étaient situées encore essentiellement dans ces régions. Donc une bonne partie de ces décolonisations va se faire de manière pacifique, notamment les colonies anglaises vont être indépendantes des années 40-50, avec l'Inde notamment, les Indes qui deviennent indépendantes et qui se sépareront plus tard en 3 pays. L'Indonésie par exemple, l'Indochine qui va devenir indépendante suite à une guerre de 8 ans entre 46 et 54, et qui va s'aboutir par la défaite française, notamment lors de la bataille de Dien Bien Phu, et les Français vont donner indépendance à cette région qui prendra le nom de 3 pays, Vietnam, Laos, Cambodge. Le reste de l'Angleterre, des colonies anglaises vont devenir indépendantes également entre 1956 et 64. Le Maroc, la Tunisie sont indépendants en 1956 sans guerre, et la France accorde l'indépendance en 1960 à toutes ces colonies d'Afrique noire, donc qu'on peut voir ici, et donnant naissance à un certain nombre de pays. Donc ce mouvement de décolonisation va se terminer dans les années 70 pour l'essentiel, avec l'indépendance des colonies portugaises, comme l'Angola notamment.
Donc pour résumer, la principale phase de décolonisation a lieu entre 1947 et 1962. La plupart des colonies obtiennent leur indépendance pacifiquement, comme l'Inde en 1947 ou l'Afrique noire française dans les années 60. L'Algérie et l'Indochine française l'obtiennent après une guerre. Beaucoup de ces nouveaux États subissent cependant ensuite des difficultés. Ainsi, l'Inde se coupe en trois suite à une guerre civile qui va entraîner la création du Pakistan et du Bangladesh. La démocratie peine à s'installer en Afrique, notamment où l'armée française est souvent intervenue, comme l'a montré l'exemple récent du Mali ou encore du Centrafrique, qui montre bien que ces pays ont du mal à se stabiliser depuis l'indépendance et à devenir démocratiques, notamment. Donc, pour terminer là-dessus, il faut préciser que les nouveaux États indépendants tentent de faire entendre leur voix au milieu des États-Unis et de l'URSS de la période de la guerre froide. Ils vont tout d'abord se réunir à Bandung, en Indonésie, en 1955, pour lutter contre la colonisation. Nous avons vu cette ville sur la carte il y a quelques instants. Ils refusent de s'aligner sur une des deux grandes puissances. Ils forment ce qu'on a donc appelé le tiers-monde et essayent de se faire entendre grâce à l'ONU. Le tiers-monde a qui était un nom au départ pour s'opposer aux deux grands pays des deux blocs de la guerre froide, est devenu synonyme de pays pauvres, car il regroupait essentiellement des nouveaux pays décolonisés pauvres.